Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour parler nation, pour parler développement. Vous nous suivez partout dans le monde, vous nous suivez en RDC, à Walungu, à Beni, vous nous suivez en France, Paris, vous nous suivez en Suisse, vous nous suivez en Allemagne, vous nous suivez aux États-Unis d'Amérique, et puis vous pouvez aussi nous suivre à travers les réseaux sociaux, notamment en allant vous abonner sur notre chaîne YouTube Sanfroyan KTND, Sanfo 4 ou sur notre page Facebook. Vous nous suivez aussi en direct ce soir sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. La problématique de l'opérationnalisation des décisions politiques en RDC. Pour en parler, je vous présente mon invité de ce soir. Bonsoir, professeur Saman. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, Saman, vous êtes docteur en management. Vous êtes parmi les précurseurs. 59 ans après, par rapport à notre indépendance, nous allons parler d'une grande question, l'opérationnalisation des décisions politiques en RDC. Les décideurs politiques ont une vision pour la RDC, mais comment comprendre cela? D'entrée de jeu, pour que les téléspectateurs comprennent de quoi nous allons parler. En management, que veut dire opérationnalisation? En management, parler de l'opérationnalisation implique la présence d'un manager. En management, parler de la vision implique l'existence d'un leader. C'est dire, comme on parle de décision, on dit en management que les conseillers décident en coulisses, alors que les décideurs annoncent des décisions en public. C'est dire qu'en fait, parler de l'opérationnalisation, ça signifie la mise en œuvre d'une idée qui a été conçue globalement, et puis on essaye de mettre en musique. Si vous voulez que je sois un peu plus générique, je dirais par exemple, un homme politique, tout en utilisant divers éléments, divers paramètres sociopolitiques, ainsi de suite, lance une idée. Mais on demande aux journalistes, et plutôt aux juristes, de mettre ça dans la forme juridique. Donc il va opérationnaliser cela dans la forme juridique. Un politicien, leader, prend une décision, comme le président de la République dit, à la fin de mon mandat, je vais former autant de milliardaires. Opérationnaliser, ça signifie la mise en œuvre de cela. Il ne suffit pas de parler pour parler. Il faut transformer ces dits en action. Et c'est le manager qui intervient pour opérationnaliser cela. Plus simplement, on parle d'un commandant chargé des opérations. Ça signifie qu'il est plus près du combattant, alors que celui qui conçoit se trouve parfois à 2000 km du champ de bataille. Voilà, très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous le recteur magnifique de l'université de CEPROMAT, le professeur Saman Olout.
avec qui nous échangeons, il est aussi professeur à l'université de Kinshasa, là où se trouve la maison mère, et professeur émérite. Vous l'avez compris, pour le professeur Saman, en tant que docteur en management, le décideur politique est un manager qui prend des décisions, une vision. Et à chaque fois, lorsqu'ils ont une vision pour le bien-être de la communauté, ils ont une vision pour leur nation, se pose la problématique de l'opérationnalisation. Donc, la grande question, comment réaliser cette opérationnalisation? Ainsi, pour y répondre, nous avons le docteur en management, le professeur Nsaman, père du nsamanisme, qui va essayer d'éclairer notre lanterne. Nous l'avons si bien dit, le président de la République a été élu par rapport à son programme, et selon sa vision, il voudrait que nous puissions avoir un budget conséquent, allant à la hauteur de plus de 20 milliards de dollars. Mais ma question est celle-ci. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le politicien, d'abord, est entouré de sa famille politique. Le politicien est né des ententes politiques. On parle même de géopolitique. Mais est-ce que l'opérationnalisation de sa vision, est-ce qu'il a tous ses atouts, il a ses compétences pour pouvoir arriver, par exemple, à atteindre son objectif, tel que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est en train de le présenter? Je crois qu'il y a quelque chose de positif dans ce qui est en train de se faire pour les quelques jours, les quelques mois que nous sommes en train d'observer le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Quand j'épingle ces quelques faits seulement, il a dit, en passant, que un des points essentiels de son programme, c'est focaliser sur l'homme. C'est important. On ne peut pas atteindre un objectif quelconque sans vision. L'homme, c'est la vision, c'est le point focal. Il a dit quelque chose d'autre. Pendant mon mandat, j'aurais formé au moins 6 milliardaires. C'est encore un élément. Et tout récemment, on a parlé, comme vous l'avez dit, d'un budget triennal qui va jusqu'à 28 milliards, ainsi de suite. 28 milliards divisé par 4 ou par 5, c'est les quintuples, si vous voulez, de ce qu'on peut éventuellement imaginer. C'est dire que même c'est le double, ou tout ça plus ou moins, de ce qu'on avait prévu. La question est maintenant de savoir cette décision a-t-elle sa raison d'être? Évidemment, on peut, si nous faisons appel aux juristes, dire qu'il n'y a pas encore de décision parce qu'il n'y a pas un acte qui traduit la décision, comme lui-même. Mais en management, on dit, le vœu d'un chef est une décision. Parce que ce qui reste vrai, c'est que les gens vous prennent au mot. Est-ce qu'il a bien fait? Nous dirons oui. C'est bien fait. Parce qu'un leader, c'est celui qui doit avoir une vision politique. Je me souviens que lors du 50e anniversaire de notre pays, son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, avait prononcé une phrase que je retiens. Le développement de notre pays dépend de la vision politique, de la culture managériale,
de la discipline et de la paix. On referme la citation. Alors, quand le président, notre président actuel, parle d'une vision, c'est un leader, mais il faut, pour nous, ajouter ce qu'on a appelé. Il faut avoir des managers pour pouvoir opérationnaliser cela. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va recruter, il va aller au sein de sa famille pour... La question est de savoir qu'est-ce qu'il faut, où sont ces managers. Pourtant, à ce moment précis, il y a eu des combattants, il y a des gens qui ont combattu avec lui, qui ont lutté pour les partis. Les partis, c'est une institution collective. Ben, dès qu'il a le pouvoir, c'est tout le monde qui veut se positionner. Est-ce que ces gens-là sont capables, la compétence, de pouvoir l'accompagner? C'est là le grave problème. C'est pourquoi nous allons ajouter, quand on parle de la problématique de l'opérationnalisation des décisions politiques. Pour opérationnaliser une décision politique, il faut qu'on puisse parler le même langage du haut en bas. C'est-à-dire, l'exécutant doit parler le même langage que le concepteur. Quand je dis langage, ne vous trompez pas, ce n'est pas la langue. Ce n'est pas les Tchoulouba, ce n'est pas les Mongo, ce n'est pas les Français, mais c'est l'entendement managérial, c'est-à-dire regarder dans le même sens. En termes clairs, papa est au travail, on voit la maman s'agiter. Quand quelqu'un dit « Pourquoi tu t'agites comme ça ?» Parce que mon mari va arriver dans 30 minutes. Je voudrais qu'il trouve à manger prêt. Ils parlent le même langage. Alors à ce moment-là, pour pouvoir parler ce même langage, il ne suffit pas de jeter des pierres, des cailloux sur les voitures. Mais il faut chercher à savoir comment il faut traduire la vision du chef en action. C'est là le grave problème. Et c'est pourquoi on traite des gens de démagogues. C'est pourquoi on traite certains politiciens de vendeurs de vent, ainsi de suite. Mais quand on combine la vision politique, la culture managériale et l'opérationnalisation technique, à ce moment, il y a lieu de faire confiance. Concrètement, vous avez parlé de 28 milliards. Nous l'avons dit. Quand le président lance, c'est parce qu'il y a eu quelques analystes qui lui ont donné une idée. Maintenant, la culture managériale, c'est quoi? Tout le monde, déjà dès le départ, doit être préparé pour dire oui, c'est faisable, oui, c'est possible, oui, quand nous suivons le président, nous écoutons, nous pouvons atteindre cet objectif. Ça, c'est déjà une culture. Si déjà dès le départ, on dit c'est impossible, nous avons été avec les Belges, on n'a jamais atteint ça, ainsi de suite. Cette culture qui est conservatrice fera que le programme ne puisse pas s'arranger. C'est pourquoi il faut alors préparer des gens à devoir parler le même langage. En un mot, recevoir, maintenir l'adage managérial qui dit concevons ensemble, exécutons ensemble, évaluons ensemble et j'ajouterai même partageons ensemble. Donc tous ceux qui sont là doivent savoir que ce que dit le président, ça va me profiter, ça sera pour mon bien-être, ainsi de suite. À ce moment-là, cela est fait et nous pouvons passer à l'exécution. Donc, comment on passera à l'exécution? Ça, c'est une autre chose. Avec qui il va le faire? Mais il va le faire avec des hommes. D'où la grande question,
je suis en train de dire, est-ce que la politique, l'homme politique lui-même, le décideur politique lui-même, n'est pas un obstacle à cette approche de l'opérationnalisation? Je donne un exemple simple. Le tout premier, le Premier ministre, le tout nouveau Premier ministre, Sylvestre Ilukamba, a été nommé, mais jusqu'alors, il se pose un problème de casting des personnes qui vont les accompagner. Et le président l'a dit au cours de son entretien avec la presse, que c'est une question de cas par cas. On doit traiter profil par profil. Oui. Et un des sujets qui défraie la chronique, pour démontrer que l'homme politique congolais est lui-même cet obstacle à l'opérationnalisation, cette petite guéguerre à l'FCC où le décideur de l'FCC, l'autorité morale, Joseph Kabila, sénateur à vie, choisit comme président du Sénat quelqu'un d'autre, Bahati, choisit Tambwe Mwamba, et Bahati n'est pas content et il dit c'est un problème de casting et c'est à cette raison que nous n'avons pas pu avancer. Donc vous ne trouvez pas que les enjeux politiques prennent la place sur l'aspect scientifique, sur comment les choses doivent être menées? L'homme politique décide, peut-être il n'a pas tout le temps la compétence ou la carrure de le faire, mais il a besoin des managers. Mais si déjà lui-même, les décideurs, n'a pas une bonne vision de la manière dont doit être conduit sa vision afin d'atteindre les objectifs, vous ne trouverez pas qu'on sera en train de parler et enfin devenir démagogue comme vous l'aviez dit? Mais de toute façon, vous venez me rejoindre, je vous en remercie. Je vous ai dit, il faut parler les mêmes langages. Je vous ai dit, il faut des leaders pour avoir une vision. Et je vous ai dit, il faut des managers pour avoir d'abord transformé la culture. Les managers ont pour rôle de transformer la culture. Et puis, les techniciens, lui, exécutent. Mais mon Dieu, c'est que vous êtes en train de dire. D'abord, d'emblée, je vais dire que le Premier ministre, grand professeur que je connais, depuis qu'il ne travaille pas. C'est vous qui dites qu'il ne travaille pas. Mais un intellectuel ne peut pas avoir une seconde de loisiveté. Il doit se donner lui-même des tâches. Parce qu'il doit se donner lui-même du travail. Déjà, la réflexion, c'est du travail. Ne dit-on pas en management que le management, c'est la combinaison harmonieuse de la planification et de l'improvisation. Et la planification se fait avec quoi? Avec sa tête. Ça, c'est une évidence. C'est dire qu'au moment où il est là, il doit et il trouve du travail, j'en suis sûr. Parce que quand vous dites qu'il n'a pas de travail, c'est dire que les principes de concevons ensemble, exécutons ensemble, et évaluons ensemble n'est pas appliqué. Mais lui doit concevoir. Tout ce qu'on est en train de faire comme négociation devront trouver un cadre d'application dans sa conception. Un cadre d'application. Mais lui doit concevoir. C'est pourquoi les ministres doivent le faire, et le président de la République, parce que vous avez parlé du gouvernement. Mais pourquoi est-ce que le président de la République a eu l'idée géniale de nommer des conseillers spéciaux? Normalement, ces conseillers spéciaux, du point de vue du management, devaient jouer les rôles des ministres. Dans les conseils qui sont auprès du chef de l'État. Du chef de l'État. Cabinet. Oui, il devait. Parce qu'il y a un problème de la direction délégative. C'est-à-dire, il délègue le pouvoir. Ce que devait faire un ministre, ou ce qu'il interdit de faire par un ministre faisant fonction, il le fait faire par le conseiller spécial. C'est une possibilité. Comme bien sûr, autrefois, on a demandé aux secrétaires généraux de pouvoir assumer l'intérim des ministres. À ce moment-là, il n'y a pas de blocus. Et bien sûr, quand la Constitution est spécifique dans ce cadre,
dit par exemple c'est le Premier ministre qui doit faire ça. La question maintenant est de savoir quand on va le faire, comment, mais il y a toujours des aménagements. Il n'y a pas de raison de se décourager parce qu'un manager, c'est un homme solution. Vous allez dire aussi que, mais, mon Dieu, mais il y a le management qu'on appelle management politique des ressources humaines. C'est-à-dire le management appliqué en politique. Ça existe. Mais il y a combien de ces politiciens qui ont suivi le cours de management politique? C'est le grand problème. C'est ça le grand problème. Quand on vient en politique, on n'est pas tout le temps armé scientifiquement. On vient comme on vient en politique et on est là, on décide pour les autres. Le management politique des ressources humaines, ce n'est pas la science politique. La science politique, nous allons dire, elle est normative. On vous dit qu'est-ce qu'est la politique, et ainsi de suite. Mais comment est-ce que ça s'exécute sur le terrain? Comment est-ce que, quand vous expliquez, là, vous dites, un président avec 4 vice-présidents, c'était inscrit où? Mais c'est plutôt une voie de sortie qui s'est manifestée grâce au management politique des ressources humaines. Mais nos ressources humaines ne sont pas formées en management politique. Nous avons des assistants ici, là. Mais ces assistants, on a pris un juriste, on a pris celui-là, on dit c'est l'assistant des députés. Mais assistant des députés, pour faire quoi? Est-ce qu'il a eu une formation en management politique des ressources humaines pour pouvoir aider ceux-là qui sont en train de se battre à résoudre leurs problèmes? Alors c'est pourquoi moi je dirais une fois de plus, ça c'est un élément. Formation. C'est à ce moment, nous avons dit comment on veut exécuter les programmes. Je dirais, toi, bon, c'était une bonne vision de dire 28 milliards, c'est une bonne chose. Même s'il disait 80 milliards, ce serait une bonne vision. Mais dans la mise en œuvre, on pouvait dire, on ne peut pas projeter 80 milliards d'emblée. Il faudrait peut-être aller étape par étape. Ça, c'est déjà une mise en œuvre. Donc, pour ce qu'on a pu donner là, moi, je dirais, OK, maintenant, on ne peut plus discuter de ça. Est-ce que c'est 28 milliards? Oh, non, 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 non. Non. C'est tout simplement une question, comment y arriver? Avec qui y arriver? Comment faire pour respecter ces temps-là? C'est là le problème. Là, on rentre dans le management du temps. Hein. Oui, management du temps qui s'ajoute, management des ressources humaines, qui va le faire, comment y aller, c'est le management des matériels, le management des finances. Et bien, en combien de temps? C'est le management de temps. Ça fait les 4 ressources réunies. Donc vous appelez les 4 R. Les 4 R. Alors, partant de là, quant à moi personnellement, je dirais, pour pouvoir opérationnaliser, dire que c'est faisable, j'affirme déjà, pour dire que c'est faisable. Mais comment y aller? Voilà d'une façon schématisée. C'est tout simplement mon point de vue. De un, il faut avoir un modèle. Quel est ce modèle, professeur? Voilà. Quand il dit 28 milliards pour aller là-bas, il voulait devenir qui? Quand on dit émergence, c'est vague. Cette émergence, c'est les rêves. Maintenant, lui, comme autorité, il doit avoir un modèle. Nous prenons les modèles. Par exemple, il y a eu des pays qui, en 40 ans, ont fait un bond exponentiel dans les cadres du développement, comme la Chine. Alors, à ce qu'ils disent, c'est la Chine. Moi, je serai de l'avis. On prend la Chine. À ce moment-là, comment la Chine a pu se développer en 40 ans? OK, mais notre modèle, c'est la Chine. Maintenant, l'objectif, en termes d'argent, c'est quoi? 28 milliards. Partant de 4 milliards, comment y arriver? Avec qui? Eh bien, question. Est-ce que nous avons des possibilités d'atteindre ça? Oui. Nos ressources naturelles,
En plus de ça, ressources même humaines, dans tous les cadres, donne à la République démocratique tous les atouts pour qu'en moins de 20 ans, en moins de 40 ans, ça puisse se retrouver parmi les 5 meilleurs au lieu d'être parmi les 5 ou les 4 qui regorgent le plus de pauvres au monde, comme l'Inde, comme le Nigeria, ainsi de suite. Quand on a cette vision-là, maintenant la question est de savoir comment exploiter ces ressources. Le problème, une fois de plus, transformation des mentalités. C'est là où le président a raison. Changeons l'homme. Il faut les changer. Les changer comment? 1. Aimer l'argent. Est-ce que vous aimez l'argent? Vous voulez votre bien-être? Pour votre bien-être, il faut avoir l'argent. Pour se laver, il faut de l'argent. Pour s'habiller, il faut de l'argent. Pour se soigner, il faut de l'argent. Pour ceci, tout ça, il faut de l'argent. Les autres les appellent pays riches parce qu'ils ont l'argent. Nous aussi, nous avons la possibilité d'avoir l'argent. Donc nous devons aimer l'argent. Aimer l'argent. Pas tout simplement envier l'argent, mais aimer l'argent. Donc aimer de posséder l'argent. Aimer, oui, pour dire qu'avec l'argent, on résout tout ce qu'il faut comme problème. Ça, c'est la première chose, aimer. Deuxième problème, comment créer cet argent-là? Pas aller voler, mais créer. À ce moment, moi, je dirais, par exemple, au CEPROMAT, on a 480 méthodes pour pouvoir créer de l'argent à la maison. Mais parlons généralité. Comment créer cet argent? Pour créer l'argent, il faut aujourd'hui, quand on a transformé la mentalité, il faut créer l'argent, il faut leur montrer comment. Comment alors on va transformer la mentalité? Soyons opérationnels, c'est mon point de vue, ça peut être réajusté. Vous savez qu'à l'indépendance, nous avions seulement 10 universitaires. Tout à fait. Après l'indépendance, 5 ans après, pouf! On a eu des centaines et des centaines d'universités. C'était pas une bonne chose pour Tout simplement parce qu'on a transformé les écoles normales en ISP, on a créé des ISDER, on a créé des ENDA, ainsi de suite. Mais c'était une bonne chose pour avoir plus d'intellectuels. Peut-être quantitativement, mais qualitativement. Là, c'est la catastrophe. Parce que nous avons créé des institutions pour pouvoir former des universitaires, mais on nous a formé des universitaires d'une qualité non adaptée à notre circonstance et à notre environnement. C'est pourquoi je continue à dire que nos universités, les programmes qui est appliqué, ça forme des chômeurs. Ça, je l'ai dit. Mais revenons à nos moutons. Ce qui est important, c'est de dire qu'on est parti de moins de 10 universitaires, en peu de temps, on a eu des universitaires pour pouvoir remplacer tous les blancs qui étaient partis pour donner cours. La même chose. Une décision politique, autoritaire. Enfin, quand je dis autoritaire, je ne veux pas qu'il devienne dictateur. Pour dire, on se donne un plan triennal. Ça peut être pour former seulement des techniciens qui ont une culture managériale. Qui vont travailler avec les décideurs politiques. Peu importe, ça c'est une des possibilités. Premier axe, je parle de la formation. On forme des techniciens. Dans tous les domaines alors, on prend 2 ans. Je donne un exemple concret, le président a parlé de service national. Alors, service national, alors on rend ça obligatoire. Vous avez déterminé votre, vous avez votre diplôme d'État. Pendant 2 ans, paf, les instructions sont claires. Pendant ces 2 ans, former ces gars pour les rendre capables d'être utiles à lui-même, de produire de l'argent en 2 ans. C'est-à-dire, si il veut la mécanique, on les forme pour être capable de réparer ne fût-ce que le moteur.
réparer uniquement la carrosserie, réparer uniquement. Il va dans santé publique, on le forme seulement pour regarder la maladie de l'oreille, tout simplement le doigt, tout simplement les yeux. Ainsi, pas de formation générale avec tout ça. Chacun dans une branche bien déterminée et en mettant l'accent sur ce qui est technique et professionnel. Ingénieur agronome, ingénieur mécanicien, électronicien, tout ça, ainsi de suite. Mais avec l'esprit de management toujours, pour aimer l'argent, management pour savoir que je suis formé pour créer des emplois et non pour quémander des emplois. 2 ans, faites-le, un programme. On veut de cette façon-là. Après 2 ans, la formation qu'on est en train de donner, c'est pour les transformer en petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire, si c'est dans l'agronomie, on les envoie à tout ça, ils vont, on distribue des tracteurs, 1000 tracteurs ou 500 tracteurs par territoire, avec un garage central, et puis on éparpille ces enfants-là dans leur village avec des encadreurs qui sont en train de leur montrer comment conduire les tracteurs, comment labourer, si les tracteurs tombent en panne, on rentre, et ainsi de suite, de façon qu'à 2 ans, comme on fait ici, l'école de chauffeurs. Vous voyez l'école des chauffeurs là. L'écolage qu'ils font. L'écolage. Mais nous avons au moins 2 ans pour que ce soit un gars qui intellectuellement est suffisamment solide. Dans tous ces domaines-là. Alors quand, après 2 ans, ils savent qu'il peut devenir tout simplement, il a fait l'agriculture. Tout à fait. Mais il peut passer ici sur les avenues ici. Vous voyez des gens qui sont en train de vendre des plantes, ainsi de suite. Voilà. Qui savaient qu'aujourd'hui, on aurait un projet de planter 1 milliard d'arbres. Et voilà ce qu'ils font déjà. Et ça, c'est un travail. Alors, on pouvait apprendre beaucoup de jeunes gens à faire ça. Quand cela est fini, maintenant, comme on a comme modèle la Chine, comme on a dit, on prendrait ces jeunes gens-là, non seulement de se faire encadrer ici, mais d'aller aussi non seulement en Chine, mais dans les pays qui ont la même orientation, les pays des BRICS. Comment ils se sont développés dans ces cadres-là. Ils vont aller. Et quand ils vont, directement, il y a des partenariats qui vont se créer parce qu'ils vont faire les stages dans des entreprises qui s'occupent de ce qu'ils sont en train de faire ici. Et bien sûr, le gouvernement va alléger tout ce qu'il y a comme climat d'affaires pour que ces gens-là puissent venir en parlant, en insistant sur les systèmes PPP, partenariat public-privé. Alors, quand on a des petites et moyennes entreprises, des gens comme ça, qui se forment, ils sont partis avec la collaboration des autres. Les généralistes, pour devenir des professeurs d'université, tout ça, on les laisse. Seulement après les 2 ans, les quelques rares qui se distinguent, qui veulent aller donner cours, qui veulent devenir professeurs d'université, on peut les envoyer. Mais à ce niveau ici, que vous soyez juriste, que vous soyez cela, vous devez savoir planter ne fût-ce que quelque chose. Vous pouvez être capable de faire quelque chose à la maison. En tenant compte de ce plan-là, il y a moyen, avec des effets multiplicateurs, de pouvoir engager tout le monde dans la vision du chef de l'État et surtout les amener à transformer leur mentalité. Parce qu'ils sont pauvres, alors il faut d'abord les aider à aimer ce qui peut éventuellement éradiquer cette pauvreté. Non, professeur Saman, de toute façon, il y a moyen de pouvoir parler. Professeur Saman, nous avons très bien suivi de manière religieuse. Et puis il y a un autre élément. Oui, permettez-moi, nous avons suivi de manière religieuse l'opérationnalisation de la décision politique tiendrait s'il y a des techniciens qui traduisent la volonté politique en actes sur terrain. Et les là, managers qui transforment ça. Maintenant, ma crainte est celle-ci. Oui. Dans les partis politiques, on en trouve de moins en moins. Nous prenons les cas avec ce cas des erreurs matérielles que nous avons
rencontrés auprès de la Cour, même si on dit que les lois ou les promulgations qui sont dictées à la Cour sont inattaquées, irrévocables, mais on a laissé une petite brèche par rapport aux erreurs matérielles. Mais on a remarqué qu'il y a plein d'erreurs matérielles et d'autres députés nationaux qui ont perdu leur siège sont revenus. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Ce sont ceux mêmes députés nationaux qui veulent devenir des ministres. Déjà, ils sont passés peut-être par arrangement politique pour écarter certains dans leur famille politique restreinte. Et vous verrez encore, dans ce partage qu'on peut appeler de gâteau de gain, ce sont ceux mêmes députés qui voudront devenir mandataires de l'État, ministres, ainsi de suite. Maintenant, l'objectif premier du chef de l'État, qui était de se fixer un budget à la hauteur de plus de 20 milliards, est-ce que cela deviendra possible? Parce que ce sont ces mêmes personnes qui n'ont pas cette capacité intellectuelle ou cette technicité à traduire la vision du chef de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Parce que c'est ce que nous décrions en société. Non, parce qu'à ce moment, il faut faire un distinguo quand moi, je propose un modèle. Les premiers modèles... Parce qu'ils sont en train de vous suivre à cette Ça y est. Les premiers modèles que j'ai proposés, c'est le modèle des incubateurs. C'est-à-dire, le président de la République fabrique la petite et moyenne entreprise. OK. En déclenchant ces 2 ans d'opération, ainsi de suite. Mais il y en a qui existent, ceux qui sont déjà là. Mais on dit, on ne change que ce qui existe. Ceux-là, on a un programme qui existe. La validation des acquis de l'expérience. Nous avons aussi ce programme-là qu'on est en train de lancer. La validation des acquis de l'expérience, c'est dire que même si vous dites qu'on est mauvais, on a pris de mauvaises décisions, tout le monde n'est pas mauvais. Même toutes les décisions ne sont pas mauvaises. Par exemple, quand déjà par définition on dit on crée un parti politique pour conquérir le pouvoir et le concevoir le plus longtemps possible, juste conformément à la loi. Tout à fait. Évidemment, il y a des entendements. Je crée mon parti politique pour conquérir le pouvoir. Comment pouvez-vous empêcher celui qui a créé son parti politique de chercher à devenir ministre? C'est une contradiction. Mais dans l'atteinte des objectifs, il ne sera pas efficace. Mais je vous dis, sur le plan managérial, il faut faire un distinguo entre ce qu'on appelle moral et ce qu'on appelle les biens matériels. On veut quoi? L'objectif qu'on poursuit, c'est quoi? C'est ce qu'on avait dit. On a dit conquérir le pouvoir. Ça, c'est la vision, je vous ai dit, du leader. Maintenant, il faut un manager pour opérationnaliser ça, en faisant le management politique. Comment est-ce qu'on va conquérir ces pouvoirs? Comment est-ce qu'on va les conserver dans le management et le politique plus longtemps possible? Là, il faut le management politique des ressources humaines, c'est-à-dire avoir des assistants, avoir des stratèges, ceux qui ont étudié le management politique pour dire ce qu'il faut faire. Par exemple, maintenant, vous allez dire, moi je veux. Mais quand vous dites vous voulez, ça ne suffit pas. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui veulent le même poste. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vos stratégies soient supérieures aux stratégies de l'autre. Et si vous vous faites battre, vous commencez à vous plaindre, on m'a dupé, on m'a dribblé, ainsi de suite. Mais non, on ne vous a pas dribblé. Chacun a utilisé ses stratégies. Le problème ici, c'est qu'il ne faut pas mélanger la science avec le subjectivisme. Mais professeur, il ne faudrait pas que Félix aussi, à la fin de son mandat, décrit comme son prédécesseur, si j'avais 15 personnes, si j'en avais 10, mais il n'a pas pu trouver ces personnes-là. Ce n'est pas là où on va revenir, parce que les mêmes causes passées produiront toujours les mêmes effets dans le présent. Vous ne trouvez pas? Mais c'est possible quand on dit on n'a pas trouvé 15 personnes. Ça signifie quoi? C'est-à-dire les personnes qui parlent le même langage
que vous. Mais alors, il fallait... Est-ce que vous avez entendu? Mais il faut le former. Il faut les former en validant les acquis de l'expérience. Ceux qui sont là, ils peuvent se faire recycler. On peut, par exemple, tous ceux qui sont en train de parler, qui a donné un cours sur la communication en public? Tous ceux qui deviennent députés. Chaque jour, ils doivent prendre le micro. Où est-ce qu'on leur a appris à parler en public? De deux, qui a appris et qui sait qu'en management, il ne faut jamais dire non en management? Vous entendez ça? Même si vous êtes contre, on vous dit cassez cette maison-là. Vous ne pouvez pas dire non. Même si c'est la faute. Ce que vous faites, vous vous déplacez, vous tenez la maison, vous revenez, vous dites, en tout cas, il faut un bulldozer pour ça, chef. Alors, à ce moment, vous avez dit non sans dire non. Non. Et ce sont des stratégies de négociation pour qu'on puisse éventuellement avancer dans ce qu'on est en train de faire. C'est donc la validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire mettre des politiciens et les autres dans des contextes où ils peuvent aller vers le consensus, savoir que quand on négocie, ça signifie donnant. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il se fait que vous êtes là, vous avez gagné, c'est visible, vous avez eu, mais il se fait que votre formation politique, ainsi de suite, pour des raisons d'harmonie, va s'entendre avec l'autre formation pour faire l'échange. Et pour ça, on vous empêche de faire un recours. Qu'est-ce que vous allez dire? Ça aussi, c'est du management? C'est un jeu politique. Il faut comprendre ça. Ça devient du management si vous comprenez ça. Dès que vous avez compris, à ce moment, vous n'avez plus à vous faire des soucis. Donc, mais si vous ne comprenez pas, vous attrapez une crise cardiaque. Si vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas. Donc ça, c'est le conseil qui va tout droit au professeur Bahati Lukwebo de pouvoir laisser d'être manager si on choisit Tambwe Mwamba, sa place par son autorité morale. Mais c'est une question tout simplement de savoir, ok, tout de suite là, on va dire, il y a Bahati, il y a l'autre. Ils sont ensemble. Chacun doit faire des calculs. Le principe de management dit, attention, il ne faut pas affronter la loi, mais il faut la contourner. Si vous avez ça, vous pouvez réfléchir. Le principe de management nous dit, pas de pot de terre contre des pots de fer. Si vous savez que celui qui est là va vous abattre, ça ne sert à rien de pouvoir l'affronter. Mais il faut chercher plutôt ce qu'on appelle le deuxième plan. Dire, et au cas où je n'ai pas ça, qu'est-ce que j'aurai? Comment est-ce que nous pouvons gagner? À ce moment, on dira, pour l'intérêt de la communauté, vous allez prendre ceci, nous on prend. C'est ce que Félix Tshisekedi a fait avec Joseph Kabila. Par exemple, à ce moment-là, c'est du management. C'est du management pur, management politique. Donc pour ne pas chercher la confrontation, nous travaillons ensemble. On travaille ensemble, comme ça on ne confronte pas. Parce que vous allez le confronter. Aujourd'hui, il a l'armée, il a la police, il a ceci, il a cela, ainsi de suite. Quand il résiste là, mais ce n'est pas seulement lui qui résiste. Ce sont tous ceux qui ont bénéficié de lui, qui se posent la question de savoir sans lui qu'est-ce que nous devenons. Professeur, il nous reste juste 6 minutes. Maintenant, nous allons parler d'un élément très important, la place du 3e cycle en management en RDC. Parce que nous comprenons que chaque fois, nous faisons des actes managériels sans le savoir. Et grâce à vous, grâce à votre expertise de docteur en management, nous comprenons que l'application du management en politique, surtout dans des pays en situation de crise qui ne dit pas peut-être son nom, où vous devez gérer des égos. Quelle est l'importance des formations en management, par exemple, arriver jusqu'au 3e cycle? Professeur Saman, il nous reste à peu près 6 minutes. Pour comprendre l'importance du management dans ça, il faut aller, par exemple, aux États-Unis.
Vous avez entendu, quand on a élu Fayulu, lors des élections, quelle était la réaction aux États-Unis? Quelle était la réaction, ainsi de suite? On a dit à la Cour constitutionnelle de stopper. Quelle était la réaction? Mais dès que la Cour constitutionnelle a prononcé, qu'est-ce qu'il y a eu après? Directement, on a changé. Parce qu'on a pris. Il ne faut pas aller à l'encontre de quelqu'un qui est plus fort que soi. En principe, parce que si vous continuez à dire nous ne voulons pas de celui-là et que c'est la personne qui est là, eh bien vous perdez un certain nombre d'avantages. Et dans ce jeu-là, c'est ce qu'on appelle les cercles de qualité des multinationales qui sont en train de travailler pour qu'on puisse calmer. Alors maintenant, vous demandez ce que va faire le 3e cycle en management. Le 3e cycle en management à l'université de Seproman poursuit les objectifs plus larges que le 3e cycle partout ailleurs dans nos universités. D'abord, le programme sera adapté à notre circonstance, à nos problèmes, etc., etc., tout en respectant, bien sûr, le cadre national et les instructions qui sont données dans les pays. Nous allons plutôt enrichir. De deux, ça devient plus un labo. C'est-à-dire le 3e cycle à l'université de Kinshasa, mon université mère, c'est pour former des professeurs d'université qui vont dispenser des enseignements, ainsi de suite. Mais ici, le 3e cycle, c'est pour pouvoir former ce qu'on appelle des experts attitrés, des formateurs, c'est-à-dire pas des transmetteurs de connaissances, mais plutôt des compétences. Dans ce sens-là, déjà quand il est sur les bancs de l'école, il doit présenter un projet pour dire comment, après avoir reçu son diplôme de docteur, il peut créer une entreprise qui va lui donner l'argent, qui va lutter contre la pauvreté, qui va l'amener à créer des emplois et devenir patron. C'est important. Pas pour aller tout simplement donner cours, ainsi de suite. Professeur Saman, votre dernier mot pour conclure, parce que vous sentez, très chers téléspectateurs, la matière est très abondante. Nous avons vraiment besoin de l'implication du management. Les décideurs politiques qui font face à beaucoup de pression ont vraiment besoin du management, que le management soit appliqué dans leur approche de décision. Professeur Saman, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Deadline pour nous dire au revoir? Je sais que vous allez encore revenir. Oui. S'il y a quelque chose à retenir, c'est tout simplement ceci. Ne faites pas ce que vous... Ne faites pas ce en quoi vous ne croyez pas. Ça signifie, pour prendre une idée, pour rendre ça public, il faut y croire. Comme on dit, 28 milliards pour les triennales. Les autres viendront, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Non, si vous avez estimé que c'est ça, cherchez plutôt les moyens de corriger. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il n'y a que les Congolais qui peuvent développer ces pays. Il n'y a que l'autorité politique, le premier leader, qui va assumer la responsabilité du développement de ces pays. Pour ce faire, il y a les 16 principes du samanisme. 1. La peur, c'est l'ennemi numéro 1 du progrès. Ne faites pas ce en quoi vous ne croyez pas. Mieux vaut plutôt avancer en désordre au lieu de rêver sur place. Suivez ce que font les Chinois. Même si on dit c'est mal fait, ça y est, ainsi de suite. Il faut avoir un modèle. Alors, partant de là, pour pouvoir développer d'une façon rapide un problème de l'éducation. Former le jeune qu'on appelle incubateur à partir d'examens d'État. 2. Problème de l'innovation, c'est-à-dire recycler
ceux qui sont déjà en poste, il y a des gens très valables qui sont là. Il faut recycler. Et troisièmement, améliorer, c'est-à-dire faire mieux qu'hier. Et pour faire mieux qu'hier, il faut le courage de réformer. Réforme institutionnelle pour aller de l'avant. Professeur Ntsaman Olout, professeur émérite, professeur à l'Université de Kinshasa, recteur magnifique à l'Université du CEPOMAT. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Entourez-vous de managers, les décideurs, si vous n'en avez pas, allez en chercher ailleurs. Professeur Saman, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Très chers téléspectateurs, votre magazine Deadline le dimanche à 22h30 et la rediffusion le jeudi à 14h juste sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.